Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Adato, cofondatrice de WAGMI Trends et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un monde où chaque innovation technologique contribue directement à résoudre nos défis écologiques. Où chaque entrepreneur, chaque entreprise joue un rôle crucial dans la construction d'un avenir plus durable et respectueux de notre planète. C'est dans cet univers de la climate tech que nous plongeons aujourd'hui avec un casting 4 étoiles. Marine Goldenberg, analyste spécialisée dans la climate tech, passionnée par le rôle des acteurs économiques dans la construction de notre futur et fervente supportrice des entrepreneurs engagés dans la conception d'un environnement économique plus éthique et respectueux. Merci Marine d'être avec nous aujourd'hui. Pour une conversation encore plus riche, nous accueillons Sébastien Coinon, ex-BFM, où il a participé au lancement de plusieurs émissions, dont Green Business, BFM Bourse, puis Tech & Co. Et actuellement, Chief Community Officer de la plateforme de crowdfunding SoFund. Et bien sûr, Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost, pour explorer comment l'innovation peut être guidée par les enjeux de durabilité. Découvrir comment la technologie peut non seulement coexister avec notre environnement, mais activement contribuer à sa préservation. Olivier, l'antenne est à toi. Merci Marine, merci Seb et merci Marine, pour n'oublier personne. Engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Marine, tu as écumé les mers et les continents dans une rage de vaincre incroyable. Successful sur toute la ligne, après des études de droit puis de management international, tu as exercé tes talents de business développement dans de nombreux pays aux cultures très différentes, relevant à chaque fois des défis incroyables. Team for the Planet en est un. Car tu déclares, et je te cite, « J'aime particulièrement me confronter à de nouvelles difficultés et devoir m'adapter à de nouveaux environnements professionnels et culturels. » qui pourrait s'apparenter à ces anonnements récurrents, oui dans les cabinets de chasseurs de tête. Mais ta dernière expérience privée vient démontrer ce mantra, partir 1 seul, 2 à moto, 3 en Afrique du Sud. Soit un challenge que toutes ne relèvent pas, du moins pas en même temps. Passionné de rencontres et de culture internationale, tu exerces aussi comme prof de yoga, qui fait partie de ces disciplines easy to begin but hard to master, issues d'une philosophie de vie éloignée de 12 000 km de Biarritz. Alors à quand le grand saut dans cette culture et une plongée dans l'Ayurveda à des fins thérapeutiques? Marine, nous t'écoutons. Bonjour à tous les deux et un immense merci de me recevoir. Olivier, merci pour cette présentation. J'ai l'impression de ne plus avoir de secret pour toi. Il sait tout, il a tout dit. Tout. En tout cas, je suis ravie d'intervenir sur le podcast pour effectivement parler d'un sujet qui me passionne, la climate tech, et qui est finalement l'aboutissement donc, d'un cheminement à la fois géographique et personnel. Effectivement, je viens du monde, on dirait, corporate, et j'ai eu l'occasion donc, de me consacrer au yoga qui me passionne, et finalement pour un retour dans le monde corporate, avec cette intention en fait d'intégrer mes valeurs. Effectivement, le respect de l'environnement m'est très cher, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me plonge et je me dédie complètement à ce sujet de la climate tech. Voilà, donc je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Merci Marine et bienvenue Sébastien. Merci Marine et merci Olivier de m'accueillir pendant cette heure. Et aujourd'hui, oui, ça nous intéresse, nous, chez WeFund, plateforme de crowdfunding equity. Donc, on aide les entreprises, les startups notamment, à lever les fonds en action auprès de leur communauté. Et finalement, je suis tombé, non pas tout petit, mais assez tôt dans cette thématique qui nous réunit aujourd'hui, puisque effectivement, tu l'as rappelé, Marine, j'avais lancé en 2007 Green Business, un peu en avance de phase, puisque à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde, et excepté peut-être quelques industriels qui, eux, l'avaient bien compris, mais plutôt des greenwashers que le reste de l'économie. Et donc, du coup, on n'avait pas de business model. Donc, l'émission a fait long feu au bout de 2-3 saisons. Mais voilà, je suis resté fidèle à cette thématique qui, aujourd'hui, s'impose à nous tous, évidemment.
Exactement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet et pour mieux comprendre les enjeux, je vous propose de commencer par un quiz sur la Climate Tech. Alors, première question, vous êtes prêts ? Allez. Attention, ça va aller très vite. Quelle est la croissance annuelle prévue du marché de la capture et du stockage de carbone entre 2022 et 2027 ? 9%, 18%, 21% ou 42%? J'hésite entre 18 et 21. Je dirais 18. 18. C'est par an ou c'est entre les... Entre 2022 et 2027. Bon, je dis comme Marine. Ouais. Ouais. T'es sûr de pas te tromper comme ça. Tu te mouilles pas trop. Olivier. Oui, mais je m'aligne sur Marine aussi. Ouais, nous on dit comme Marine. Comme Marine. Alors, c'est effectivement 18% selon une étude EY, Faber Novel de 2023. Le marché de la capture et du stockage de carbone, qui fait partie des technologies climatiques, a connu une accélération spectaculaire ces 2 dernières années. Et donc, elle est évaluée à 9 milliards de dollars en 2022 et elle pourrait atteindre 21 milliards de dollars en 2027. Donc, soit une croissance annuelle de 18%. Yes. On continue sur la deuxième question. Quelle est la principale priorité du Green Deal européen selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ? Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en créant des emplois et en améliorant la qualité de vie ? Mettre en place un fonds pour une transition juste de 17,5 milliards d'euros ? Ou adopter un fonds social pour le climat de 86,7 milliards d'euros ? Il faudrait faire les 3, mais il faut choisir, c'est ça ? Il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Bon, le maximum d'impact, c'est le... Mais un fonds social, tu as dit ? Un fonds social. Je prendrais bien les 80 quelques milliards, mais ça me paraît faible. Ouais. Donc, je sais pas, que disent... Un fonds social, Olivier et Marine. Je suis pas sûr. Là. Ouais. Moi, je veux pas influencer. Tu connais la réponse. Toi, tu connais la réponse, ouais. tu dis à la fin. Bon. Il faudrait faire les 3, mais 17 milliards, ça me paraît aussi un peu bizarre. Mais non, le 1 alors. Le 1 ouais. Marine, tu dis le 1 aussi, effectivement. Officiellement présenté par l'exécutif européen en décembre 2019, ce pacte vert, il a été défini par Ursula von der Leyen comme la nouvelle stratégie de croissance de l'UE. Et donc destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en créant des emplois et en améliorant notre qualité de vie. Et il s'agit de la priorité numéro 1 de son mandat de 2019 à 2024. Dernière question. Quel montant les startups de la Green Tech en France ont-elles levé en 2023 ? 1 milliard d'euros, 2 milliards d'euros, 2,7 milliards d'euros ou 3,5 milliards d'euros ? 2,7, c'est le chiffre le plus précis. Ça, c'est une très très bonne stratégie. C'est réponse 2 ou 3 alors C'est la 3. C. 2,7, c'est la C. Ouais, la C. Bon, ok, je prends la C aussi. Ouais, la C. Ouais, moi aussi, je m'aligne La sur la C. C. Ouais, c'était malin, c'est ça. Pour la première fois en 2023, les startups du logiciel et des services Internet, les fameux SaaS, qui ont obtenu pendant 10 ans les faveurs de tous les fonds capital risque, ont été détrônées par celles de la Green Tech. Et donc, ces innovations pour l'environnement et la transition énergétique et climatique. Et donc, ces pépites ont levé 2,7 milliards d'euros, soit le tiers du total levé par l'ensemble des startups françaises en 2023, qui s'élève à 8,3 milliards d'euros, d'après ce fameux baromètre du capital risque EY qui a été publié début janvier 2024. Alors maintenant qu'on est bien au point sur les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement de la Climate Tech. Et que pensent les Français de la Et Climate Tech ? que pensent les Français ? Et pour ça, nous sommes allés à leur rencontre et nous leur avons demandé leur point de vue. Donc je vous propose d'écouter. Allons-y. Connais-tu la Climate Tech ? Alors, négatif, j'en ai jamais entendu parler. Saurais-tu nous en donner une définition ? Tout ce qui est lié à la technologie en rapport avec le climat, pour prévenir la dégradation du climat et tous les enjeux écologiques. Selon toi, quelles innovations pourraient s'attaquer aux défis liés au changement climatique ? Selon moi, ça peut être une technologie qui pourra planter des arbres d'une façon automatique à travers le monde. Quelle est ton action au quotidien pour lutter contre le dérèglement climatique ? Premièrement, comme un peu la plupart des Français, je trie mes déchets, bien évidemment. J'essaie aussi de faire attention à ma consommation carbone en privilégiant le train plutôt que prendre l'avion. Et enfin, au travail, il peut aussi y avoir quelques petites actions, typiquement supprimer les fichiers inutiles dans ses mails, notamment les photos aussi de son téléphone portable. Et typiquement, peut-être éviter certaines pièces jointes inutiles aussi qui peuvent alourdir l'empreinte carbone. Alors, vos réactions ? Alors moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que justement, c'est très révélateur d'un niveau de sensibilité et de culture
très différents sur le sujet. Alors, le sujet climat et encore plus a fortiori sur le sujet climate tech. Ouais. Sébastien? C'est à la fois hyper intéressant et peut-être désolant sans être désobligeant parce que effectivement, c'est des choses qu'on nous apprend, on nous éduque, entre guillemets, même si j'aime pas forcément l'expression, depuis, 10, 15 ans de trier, d'éviter des envois de mails avec grosses pièces jointes à 13 personnes. Mais c'est déjà pas mal, c'est sûr. Ça nous rappelle aussi que voilà, il faut être modeste, humble et pas aller trop vite parce que plus tu vas vite et moins tu embarques de gens. Olivier, ton avis? Alors, la plantation automatique d'arbres existe. Ça, c'est une boîte qu'on a financée au Brésil. Comment elle s'appelle? Qui s'appelle Morpho. Morpho. Et qui, avec Carbonable aussi, travaille sur ces sujets-là. Alors, je ne pensais pas que tu allais parler d'eux parce qu'effectivement, Morpho, on a investi chez Teampact, le fonds que j'ai créé il y a 2 ans dans cette boîte-là. Et tu as raison, ils arrivent en gros après notamment tout ce qui est les carrières, tu vois, des grands groupes miniers type Eramet, etc. Ils aident à reforester derrière. Mais je ne pensais pas que tu allais parler de... Donc, c'est des techniques par drone. Hein. C'est par drone. Ils ont 2 brevets. C'est celle du drone pour planter automatiquement et celle de la capsule qui entoure la graine. Et qui garantit justement que l'accuracy de levée, enfin l'accuracy, le taux d'échec est très faible en fait. Donc tous les arbres poussent, quoi. Et c'est une belle boîte, et il fonctionne très très bien. Et pour rebondir sur ta question, effectivement, on est au début, on sent bien qu'il y a une sensibilité sur le climat, c'est normal, ça fait, tu l'as dit, 10-15 ans. Par contre, on reste au début, on a une belle marge de progression pour faire avancer tous nos concitoyens dans cette démarche voulue par Ursula. Absolument. Donc, dans le micro-trottoir, une personne a donné sa définition de la climate tech. Marine, toi, c'est quoi ta définition? Alors, de définitions, on en trouve bien évidemment plein. Moi, il y en a une en tout cas que j'aime bien reprendre, c'est celle du fonds d'investissement qui s'appelle Pale Blue Dot et qui est notamment l'investisseur chez Green Dot, qui est une banque verte française. Et qui dit que finalement, alors la climate tech, ce sont toutes ces entreprises qui ont un fort potentiel de développement, avec également un fort impact positif sur l'environnement, et que finalement, ça ne serait pas une verticale en particulier, mais ce serait plutôt un prisme d'analyse qui permette d'analyser des entreprises de différents secteurs, que ce soit la mobilité, la food, la supply chain, la logistique. Ok. Et si on se place du point de vue chiffres clés, investissement? C'est intéressant de voir l'évolution en fait du secteur sur les dernières années. Donc notamment, il y a le cabinet de consulting PwC qui publie un rapport tous les ans sur l'état de la climate tech dans le monde. Et donc dans le rapport qu'ils avaient publié en 2020, il y a des chiffres que je trouve intéressants. Alors notamment, donc ils évoquent que 6% du financement mondial annuel en capital risque était à destination de la climate tech, mais surtout qu'une croissance, la climate tech a connu une croissance de 3750% depuis 2013. Et donc ces 3750%, en fait, ça représente 3 fois le taux de croissance d'investissement en capital risque dans l'IA, donc à une époque où où l'IA est réputée pour sa hausse des investissements très importante. Et si on fait un bilan 2020 à 2023, fin 2023 ? Donc, alors, c'est aussi très intéressant de voir ce qui se passe en 2023 parce que donc l'année dernière a été une année très compliquée dans le secteur de la tech. En revanche, dans le secteur de la climate tech, il y a eu des investissements très importants et donc la climate tech a connu sa 2e année la plus forte en matière d'investissement, en tout cas en capital risque, et a reçu plus de 20,2 milliards de dollars d'investissement lors de 1000 rounds opérations de financement de start-up. Et alors, il y a une différence entre climate tech, clean tech et green tech. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà eu une évolution historique. Donc, je trouve ça intéressant en fait d'en parler. Donc, à savoir que au début des années 90 est apparu le terme de green tech, donc à une époque où on commence à s'intéresser de plus en plus à des technologies qui seraient moins énergivores et qui auraient un impact plus positif sur le climat.
Et finalement, le terme n'a jamais vraiment décollé. Et donc, à la fin des années au début des années 2000, ce terme a commencé à apparaître un petit peu comme rétro, avec cette idée de qui veut vraiment boire de l'eau verte ou respirer de l'air vert. Et puis, finalement, les investissements dans ce secteur n'avaient pas, ou en tout cas sur les green tech, n'avaient pas vraiment décollé. Donc, il y a eu ce besoin, en fait, de changer un petit peu l'appellation du secteur. Et donc, est apparu le terme clean tech, qui était aussi l'occasion pour les investisseurs d'attirer l'attention sur de nouvelles technologies. Donc, la clean tech a connu un essor important au début des années 2000. Et à partir entre 2004 et 2010, il y a eu ce qu'on appelle le crash des clean tech. C'est-à-dire que beaucoup de clean tech avaient reçu des investissements d'investisseurs sérieux et qui n'avaient pas eu de retour sur leurs investissements. Et donc, même stratégie, on a commencé à voir apparaître le terme de climate tech pour attirer l'attention à nouveau sur des nouvelles technologies qui arrivaient aussi dans un contexte très différent du contexte des clean tech. Voilà. Donc, je dirais que finalement, le terme green tech est un terme peut-être qui est plus utilisé dans les médias aujourd'hui et pas tellement dans l'écosystème tech, donc à savoir les startups, les fonds d'investissement, les incubateurs, mais plutôt utilisé dans le secteur des médias. Et le terme clean tech serait peut-être cette appellation qui finalement serait ce terme un petit peu parapluie qui abrite toutes ces technologies qui ont un impact positif sur l'environnement. Et le terme de climate tech serait un petit peu cette sous-catégorie de la clean tech et qui permettent à la fois donc de réduire les émissions de CO2, d'inverser la trajectoire du changement climatique ou alors de s'adapter aux conséquences du changement climatique qui sont déjà là. Et alors, quand on parle de climate tech, il y a plusieurs catégories d'entreprises. Voilà, donc il y a ces trois catégories que je viens d'évoquer. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc par exemple, quand on parle de ces technologies qui permettent de réduire les émissions carbone, on peut notamment penser à ces technologies de capture en fait du CO2 de l'atmosphère et qu'on va pouvoir réinjecter, par exemple, dans la construction, dans la fabrication de matériaux, type matériaux pour le bâtiment, comme le béton. C'est aujourd'hui la catégorie qui reçoit le plus d'investissements. Dans cette deuxième catégorie sur le changement climatique, donc on peut aussi parler de cette catégorie, donc les DAC, Direct Air Capture, rentre également dans cette catégorie. Et cette troisième catégorie, qui est un petit peu aujourd'hui la catégorie émergente en fait de la climate tech, peine à recevoir les investissements. Donc, c'est ces technologies qui permettent de s'adapter aux conséquences du changement climatique, donc par exemple la pollution de l'air, savoir quel est l'état de l'air, est-ce que les gens peuvent sortir ou pas. Et aujourd'hui, ces technologies sont un petit peu plus nécessaires dans les pays du Sud, qui aujourd'hui sont aussi les pays qui reçoivent le moins de financement. Toi, Sébastien, tu reçois beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur ces secteurs dans ton podcast. Oui, tout à fait, ouais. Alors, séquestration du CO2, on en parlait il y a 10-15 ans. Je voyais notamment des grands groupes comme Veolia, Total investir là-dessus. Et j'ai l'impression que quelques années après, on n'a pas encore, c'est le cas de le dire, craqué le truc. Sur, en revanche, la captation, parfois même directement au sein des usines même, là, c'est vrai qu'on voit des choses intéressantes. Et tu as raison, notamment sur Tech45, l'an dernier, j'avais reçu une jeune femme qui s'appelle Sarah Lamaison avec sa startup Dioxycle et qui, elle, donc a été bien financée pour le coup. Elle a levé 15 millions d'euros sur son premier vrai tour, on peut dire, pour financer son projet qui consiste effectivement à la fois à capter mais à réutiliser dans la foulée ce carbone. Donc pour faire simple, c'est un système d'électrolyse. T'empiles ces stacks et le carbone, enfin le CO2 est transformé par plusieurs étapes. Je simplifie ça évidemment à l'oral, mais en éthylène, qui est ce gaz généralement utilisé pour produire du plastique. Donc ça va être des fibres que tu vas retrouver dans les vêtements, dans les tuyaux en PVC, etc. Or aujourd'hui, cette industrie, c'est la troisième la plus polluante en termes de carbone toujours. Derrière l'acier et le ciment, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Et donc de voir, alors aujourd'hui c'est qu'un proto, mais de voir des startups françaises notamment, accélérer là-dessus, moi ça me passionne. Et évidemment, on n'est pas sûr que ça marchera, mais si on n'essaie pas par définition,
on risque pas de gagner. Et je pense qu'il faut tout tester aujourd'hui. Et dans un autre modèle, je pense à Jimmy aussi, que j'ai reçu plus récemment, où là, ce sont ces fameux SMR, donc les mini-réacteurs nucléaires, qui sont peut-être une partie de l'avenir du nucléaire, puisqu'on voit que les grands projets, en tout cas en Europe, on a du mal à les faire sortir et on décale et la facture s'alourdit d'année en année. Mais demain, effectivement, tu pourrais avoir des espèces alors ça nous semble gros, hein, mais des gros cubes, mais qui, sur un site industriel, sont finalement enfin, qui prennent pas tellement de place que ça. Et effectivement, chaque usine pourrait avoir sa mini-centrale, on va dire, autonome en énergie et qui remplacerait des anciennes centrales classiques à charbon pour produire de l'électricité avec une chaleur plus propre. Ça paraît complètement dingue, mais c'est déjà là des projets qui vont sortir de terre dans 2, 3, 4 ans, qui drainent de l'argent privé mais aussi public, tu vois, avec des France 2030 où parfois des millions, voire des dizaines de millions d'euros publics, et là on a envie de dire que c'est de l'argent bien utilisé, sont investis dans ces projets et qui, on l'espère, demain, nous fourniront une énergie plus propre, durable et avec une forme d'autonomie aussi qui réglera le problème qu'on a vu avec la Russie, etc., depuis 2 ans maintenant. Alors, si on prend le secteur dans sa globalité, il y a des facteurs déterminants, que ce soit sur la partie tech, investissement, financement, politique, réglementation. Si on commence par la partie tech, Marine, est-ce que tu peux nous les expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'un des premiers facteurs, c'est qu'aujourd'hui, donc, les technologies, infrastructures bas carbone, donc en particulier en matière d'énergie renouvelable, de production d'électricité, de fabrication de batteries, sont aujourd'hui beaucoup plus abordables et plus largement disponibles sur le marché. Et alors, si on va sur la partie finance-investissement ? Alors pareil, ça c'est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'investissements qui vont à destination de la climate tech, que ce soit aussi bien sur l'aspect du côté institutionnel que du côté privé ou en matière de sources alternatives. Alors déjà parce qu'aujourd'hui, le sujet climat est devenu un incontournable, mais je pense aussi parce qu'il y a de plus en plus de success stories dans le secteur. Et donc, ça inspire plus confiance. Je pense notamment à des entreprises comme, alors en France, Blablacar, même si on pense à eux souvent parce que c'est une entreprise de covoiturage, mais ils ont aussi un impact sur la réduction des émissions de CO2. Et il y a d'autres entreprises qui sont peut-être un peu moins connues du grand public. Je pense notamment à Verkor, qui est une entreprise de fabrication de batteries, qui vient de recevoir un très gros financement en début d'année pour s'installer dans le nord de la France, Northvolt, d'autres entreprises comme Équateur. Il y a aussi des financements participatifs. Toi, Seb, c'est ton sujet, ça. C'est mon sujet. Tu cites Équateur et effectivement, c'est une boîte qui a fait un crowdfunding chez nous. J'étais pas là à l'époque, mais voilà, je me suis renseigné depuis. Ça fait partie des plus belles levées donc, dans le crowd chez SoWeFun. On a eu... aussi, il y a 3 reprises, donc ça c'est pas commun, une boîte qui s'appelle Axioma, je sais pas si vous connaissez, son patron était il n'y a pas très longtemps dans la délégation donc, du président Macron qui est allé au Brésil. Axioma, donc c'est des solutions, des biosolutions pour se passer ou utiliser moins de phyto. Donc on est sur évidemment l'agriculture durable et pas qu'en Europe parce que c'est des problématiques que tu vas trouver effectivement en Amérique latine, en Asie ou ailleurs. Et c'est conçu, fabriqué chez nous en France, à Brive, donc en Corrèze, si ma géographie est toujours bonne. Voilà. Bravo. Et donc ça, c'est une vraie alternative aux phytosanitaires. Et ça a plu parce que tu vois, ils sont venus 3 fois. Donc ça a plu aussi aux investisseurs particuliers, parce que nous, on va dire que c'est des micro-business angels, les gens qui vont faire du crowdfunding chez nous ou sur d'autres plateformes concurrentes. Il y a plusieurs dizaines d'agréments aujourd'hui sur un pays sur un marché comme la France. Et donc, 3 levées. Le premier déjà sorti, il y a eu un bel exit avec un beau multiple, tu vois, de x5. Donc, les particuliers, effectivement, il y a une appétence. Et si on revient une seconde sur les dossiers beaucoup plus matures, avec des boîtes, tu vois, cotées ou qui vont lever des centaines de millions, donc on est plus dans le capital développement, etc. Là, moi, j'ai suivi avec attention depuis des mois, et peut-être vous aussi, même de loin, la réglementation dite SFDR, donc un acronyme un peu obscur pour... dire qu'en fait, si tu as une société de gestion, tu es asset manager, tu dois classifier tes fonds. Et essentiellement, maintenant, c'est article dit 8 ou 9. Et 8, c'est bon, je fais un effort, je m'engage un petit peu, etc. Mais c'est pas très engageant. En gros, c'est les labels ISR et ESG qu'on voyait en 2007, quand moi, j'animais Green Business sur BFM.
Et puis, article 9, là, tu es plus ambitieux et tu t'engages vraiment à ce que ton argent fasse des petits et aille dans le bon sens, notamment pour le climat, mais pas que, mais essentiellement pour l'environnement. Et là, on se rend compte que oui, c'est un peu plus compliqué, que certains se sont déclassifiés, sont passés de 9 à 8 parce qu'ils se sont dit le reporting, s'engager, etc., ça va être quand même très compliqué à mesurer et à derrière aussi délivrer de la performance, parce que c'est toujours pareil, il faut qu'in fine, ça fasse des petits et que l'argent soit rendu avec des beaux multiples dans quelques années. Donc à suivre, mais on n'est pas encore sorti totalement du greenwashing, puisque quand tu regardes les fonds qui sont gérés aujourd'hui sous articles 8 et 9, tu es sur des montants en milliers de milliards, mais qui est 2 fois plus important que ce qu'il y avait avant dans les fonds dits durables. Donc ça veut dire que tu vois qu'il y a des gens qui prennent le train en marche, mais qui visiblement sont en train de repeindre en vert, en bleu, en ce qu'on veut, des fonds qui visiblement ne sont pas forcément très climat-friendly. Ouais. Donc à suivre quand même, à suivre. Ça bouge, mais il y a encore beaucoup de boulot. Donc tu vois, je semblais dire dans ton micro-trottoir, on a du boulot, mais on a du boulot aussi sur les grosses boîtes et les fonds qui gèrent, encore une fois, des milliers de milliards. Donc là, on parle quand même de sommes considérables. Et alors, justement, sur cette partie, tu en as parlé un peu, de politique et réglementation. Marine, toi, ton point de vue là-dessus ? Aujourd'hui, donc depuis, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90, début 2000, le contexte réglementaire a quand même évolué. Donc on voit au niveau mondial, il y a eu l'accord de Paris, qui limite le réchauffement climatique à 2 degrés. Il y a donc les objectifs de développement durable de l'ONU. Au niveau européen, il y a eu le Green Deal avec cette ambition de faire de l'Europe un continent neutre en carbone d'ici 2050. Alors certes, 2050, c'est loin, mais l'idée est là. C'est loin et c'est demain. C'est loin et c'est demain, oui. Et qui renforce également les objectifs de réduction d'émissions de carbone d'ici à 2030. Il y a eu la régulation sur la taxonomie en 2021. Il y a eu la régulation RED 2 qui impose de 32% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie totale de l'Europe. Voilà. Et puis après, quand on regarde au niveau français, il y a eu le plan de relance après le Covid qui a dédié quand même une grande partie d'investissement au projet de développement durable. Voilà. Donc, il y a quand même un cadre réglementaire qui est beaucoup plus propice aujourd'hui à la climate tech qu'il ne l'était dans les années, même au début des années 2000. Plus propice, mais Seb, tu le disais tout à l'heure, la finance cherche encore sa voie. Oui, clairement, notamment en Europe, parce que là, les chiffres que je t'évoquais, et sur les articles 8 et 9, ça concerne que le marché européen. Alors, aux US, c'est pareil, tu vois, ça craque. On voit des grandes maisons, des BlackRock, etc., qui avaient pris le vent il y a quelques années et qui reviennent un petit peu parfois en arrière, parfois aussi sous la pression, évidemment, des investisseurs qui, inquiets par l'inflation ou se disent, les fonds pétrole ou qui n'excluent pas des secteurs comme la défense, etc., performent plutôt. Et alors que c'est vrai que sur le climat, tu es sur un temps long. Donc, ce n'est pas antinomique. Tu peux faire et de la performance et financer des projets impact, notamment climat. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être patient parce que les rendements sont beaucoup moins court-termistes, par définition. Et alors, si on se place du point de vue entreprise et consommateur, c'est aussi des facteurs déterminants, Marine. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a beaucoup de greenwashing encore là-dedans, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même 300 multinationales qui sont positionnées pour devenir neutres en carbone, alors d'ici 2030, 2040, des entreprises comme Microsoft, Apple, même Nestlé, même si ça peut faire sourire, en tout cas, c'est déjà dans leur communication. Et puis surtout, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une demande des consommateurs qui est grandissante pour des produits et des services qui soient décarbonés. Alors les entreprises, si vraiment on fait un focus là-dessus, les entreprises dans la climate tech, il y a plusieurs catégories. À commencer par le Web3 et la blockchain qui jouent un rôle là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la palette d'outils de la climate tech, on retrouve donc des outils comme la blockchain et qui permet aujourd'hui surtout une transparence et une traçabilité des crédits carbone.
Et donc, je pense notamment à cette entreprise qui s'appelle Planet Watch et qui permet de surveiller la qualité de l'air, on en parlait précédemment, en temps réel, et donc qui utilise la blockchain pour en fait récompenser les utilisateurs qui vont fournir des données environnementales. Et alors, l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est vraiment consommatrice d'énergie, mais qu'elle va aussi pouvoir permettre de résoudre des problèmes en la matière. Donc, je pense notamment quand on utilise des outils comme ChatGPT ou Midjourney, qui sont très intéressants, mais extrêmement consommateurs d'énergie. Demain, on ne sait pas si tout le monde se met à utiliser intensément ces outils, comment est-ce qu'on va faire face à cette consommation énergétique. Et c'est peut-être aussi l'IA qui va nous permettre finalement de faire face, notamment en redesignant, en aidant pour avoir des meilleurs designs des data centers. Tu as des exemples en France, par exemple ? En France, on a l'entreprise Mitron et on a aussi DeepMind qui sont des entreprises qui utilisent l'IA. On a aussi l'hydrogène vert qui gagne du terrain. Oui, l'hydrogène vert qui connaît aussi un essor important. Donc notamment parce qu'elle présente un fort potentiel pour décarboner des industries. Je pense notamment à la mobilité, au chauffage. Et donc on voit par exemple Inamix, qui est une filiale d'EDF et qui permet de se concentrer sur donc la production d'hydrogène carbone en France et en Europe pour divers secteurs, notamment l'industrie et la mobilité. Et est-ce qu'il y a d'autres techs qui vont compléter tous ces efforts de réduction du CO2 ? Oui, alors on l'a mentionné précédemment, ces entreprises de retrait du carbone de l'atmosphère qui attirent vraiment l'attention aujourd'hui des investisseurs. Notamment, on a une des entreprises fleurons en la matière qui se situe en Suisse, qui s'appelle Climate Works. Et donc, voilà, qui permet de retirer, de capter le carbone et ou bien de le stocker ou bien de le réinjecter pour la fabrication de matériaux. Tu as fait un lapsus intéressant en parlant de compensation quand tu parles des engagements 2030 ou 2050 sur notamment les big tech, mais pas que. Il y a plein de groupes français, tu as raison de le rappeler, qui s'y sont engagés depuis quelques années. Est-ce que ça passera aussi par la compensation qui a beaucoup moins bonne presse aujourd'hui ou comment tu t'en sors ? Sachant qu'il faut aller sur le scope 3, donc pas que tes émissions directes, mais aussi toutes celles de tes fournisseurs, sous-traitants, etc. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'était un lapsus parce que effectivement, je pense que les entreprises ne s'en sortiront pas parce qu'il y aura toujours des émissions carbone qui seront irréductibles et qui devront aller dans des process de compensation carbone qui peuvent être d'ailleurs complexes et donc elles peuvent aujourd'hui se faire accompagner par des cabinets qui leur permettent de mettre en place ces compensations. Et on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, il y a aussi des réseaux intelligents de stockage d'énergie par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, aujourd'hui, c'est aussi un enjeu important, c'est de rendre les réseaux plus intelligents. Donc, à la fois pour réussir à incorporer en fait les énergies renouvelables dans le réseau, mais aussi pour avoir des systèmes de stockage qui soient plus efficients et faire qu'au bout du compte, on ait des systèmes énergétiques, des systèmes de réseau énergétique qui soient résilients et beaucoup moins consommateurs que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, si je résume, on a 3 catégories d'entreprises. On a celles qui réduisent les émissions de carbone, celles qui inversent la trajectoire du changement climatique, et puis on a aussi celles qui nous aident à nous préparer pour le nouveau monde avec toutes ces technologies d'adaptation. Ce podcast, il a aussi pour vocation non seulement d'acculturer, mais aussi donner des conseils pratiques aux auditeurs. Quels conseils, chacun d'entre vous, vous donneriez à quelqu'un qui veut monter une climate tech ? Je commence par toi, Marine. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà d'être passionné par le sujet et de se sentir vraiment investi de cette mission et de se faire donc une culture en fait sur les sujets qui nous touchent le plus. Comme je disais, la climate tech aujourd'hui, c'est pas une verticale en particulier, ça peut être dans toutes les industries. Et donc, se faire une culture, c'est accessible à tous. Notamment aujourd'hui, il y a des newsletters qui sont extrêmement bien fournies. Je pense notamment à celle qui s'appelle Le Plongeoir,
qui est réalisé par l'ancien CEO and founder de Agricool, et qui propose de diguer une industrie à chaque newsletter. C'est extrêmement complet. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de vraiment pas hésiter à se rapprocher de fonds d'investissement qui financent l'industrie dans laquelle on souhaite se développer. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des fonds d'investissement qui sont généralistes en termes de climate tech, mais il commence de plus en plus à y avoir des fonds d'investissement qui se spécialisent sur certains sujets. Et le troisième conseil que je pourrais donner, ça peut être aussi de rejoindre finalement un startup studio. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fonds qui proposent, qui ont des idées et qui proposent de mener l'étude de marché. Et si l'étude est positive au bout du compte, eh bien, qui finance le projet et vous pouvez devenir l'heureux fondateur d'une start-up. Donc, je pense notamment à Imagination Machine, qui est une start-up, je crois que le fondateur est basé à Nantes. Voilà, c'est un exemple. Seb, toi qui reçois beaucoup d'entrepreneurs... Moi, je n'ai pas de conseils à leur donner. Tu vois, j'ai énormément de respect pour les entrepreneurs, donc je ne vais pas tenir le manche à leur place, mais juste leur envoyer des bonnes ondes à nous quatre. Là, je me fais votre porte-voix et leur souhaiter courage parce que déjà, ils sont dans le bon pays. Tu vois, là, en France, on a quantité de... Je vous écoutais tout à l'heure, effectivement, sur tout ce qui est smart grid. On a quand même parmi même les corporates, tu vois, les leaders mondiaux, les Schneider, etc. Et c'est vrai sur quasiment toute les chaînes que tu as citées, même tu vois EDF, qui a été pendant quelques temps dans une mauvaise passe, mais est un leader mondial et cette filière du nucléaire, il n'est jamais trop tard pour bien faire, est en train de renaître et on sait que c'est une partie de la clé. Et les Américains nous l'envient, en tout cas ceux qui aiment le dire un peu smart, etc. On a vu des moves hyper intéressants ces derniers mois, tu vois, sur je pensais à Amazon via AWS, qui s'est, tu vois, collé à une centrale et qui a besoin d'énergie, qui sait que c'est OpenAI et compagnie vont être très énergivores et que la puissance de calcul fait que ça peut coincer potentiellement à un moment donné. Tu vois, aujourd'hui, même sans IA, depuis des années, les étés sont compliqués en Californie. Tu reçois des SMS pour te dire, tiens, il n'y aura pas d'électricité là, de 15h à 18h. On parle de la Californie, tu vois, qui est un pays aussi riche que la France, enfin, un État aussi riche que la France. Bref, je referme ma parenthèse. Et donc oui, leur envoyer de la force, du courage. Ils sont dans le bon pays. On a des très bonnes écoles d'ingénieurs et d'explorer, d'aller sur des projets qui peuvent nous paraître, nous, un peu fous. Mais encore une fois, il faut tester. Sinon, on ne peut pas savoir si ça marchera. Et que l'argent aussi est là. Les BPI, les France 2030, French Tech Seed, des fonds dédiés, Early Stage ou Growth, tu vois, sur des projets qui déjà ont des revenus, ont un product market fit. Donc, pas de conseils, mais voilà. On est là et on les recevra avec plaisir à ton micro ou au mien demain, quoi, pour les mettre en lumière. Ah ouais, exactement. Olivier ? Non, je ne vais pas paraphraser, mais je suis d'accord avec Seb. Pour cette industrie-là, on est dans le bon pays. On a un framework légal, financier qui est plutôt au top au niveau mondial. Et donc, pareil, pas de conseils, si ce n'est le plongeoir. Effectivement, je confirme. Et excellente newsletter. N'oubliez pas, quand vous levez des fonds, c'est auprès de gens qui prennent des risques. Donc, il y a aussi, après l'éducation, après la capacité à être sûr de monter une boîte dans ce domaine-là, quand vous êtes financé, c'est pas gagné, puisqu'après, il faut transformer. Et que les VC ont des ratios de chute, de write-off de leur portefeuille. Donc, toutes les technologies dont on a parlé, toutes n'émergeront pas, n'exploseront pas. Certaines le feront, d'autres couleront. Donc, informez-vous, lisez, testez, et puis lancez-vous parce que vous êtes dans le bon framework. Et faites monter des gens à bord patients, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on est en long trail, là. Oui. Avant 10, 12, parfois 15 ans, tu n'as pas, très souvent, 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, fais pas monter des gens qui veulent faire un aller-retour et faire x2, x3, parce que c'est des gens qui vont te faire perdre du temps et te faire prendre des mauvaises décisions. Ouais. Voilà. Alors, si on se place maintenant du point de vue de l'entreprise qui voudrait agir ou investir dans la climate tech, Marine, des suggestions ?
Oui, alors j'en aurais plusieurs. La première, donc, ce serait déjà d'analyser et de comprendre l'empreinte carbone de son entreprise. Et pour ça, pareil, parfois c'est pas évident de faire ce travail, de décortiquer en détail son empreinte carbone. Donc il y a des cabinets de consulting, donc bien sûr il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de calculer l'impact carbone qu'on peut avoir, mais il y a aussi des cabinets de consulting qui peuvent spécialiser, qui peuvent accompagner. Ensuite, je dirais d'adopter le travail en remote, en tout cas de le favoriser, parce qu'on sait aussi que parfois être isolé de son équipe, c'est pas facile pour tout le monde. Ensuite, je dirais donc dans la mesure du possible de passer aux énergies renouvelables, des choses comme réduire le papier et bien entendu aussi de réfléchir son utilisation digitale, parce qu'on sait aujourd'hui que le digital a un impact et pas des moindres. Favoriser une chaîne d'approvisionnement durable et donc aussi, comme on le mentionnait précédemment, investir donc dans une compensation carbone donc pour atteindre zéro émission nette dans la mesure du possible. Et Sébastien, tu disais tout à l'heure bien s'entourer quand on va chercher des fonds. Une boîte qui voudrait justement investir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit avoir en tête au moment de le faire? On est sur un temps long. Par rapport, toi, à tous les échanges et même ta vision, t'as quelque chose à dire là-dessus? Peu importe ton stage, effectivement, faire rentrer, que ce soit au début, tu vois, de l'aventure des business angels ou plus tard des fonds, des gens qui... donc, il ne faut pas attendre d'être en difficulté aux abois et tu vois, de ne plus avoir de cash, évidemment, parce que là, tu risques de baisser un petit peu la garde, mais de faire rentrer des gens qui vont t'apporter bien plus que de l'argent. Parce qu'ils ont les bonnes connexions, qui sont dans tel ou tel grand groupe pour tes premiers POC, tes premiers clients, et pareil pour les business angels. Si la personne a déjà fait un exit et déjà passé par des étapes sur le plan business ou dans ton industrie, elle va pouvoir t'apporter encore bien plus que effectivement les 10 000, 50 000 ou 100 000 qu'elle veut bien mettre chez toi. C'est ce capital-là qui compte pour moi, sachant que pour un fonds, encore une fois, il est là pour des années, et qu'à l'inverse, un business angel, même s'il peut rester au-dessus des années, lui ne pourra pas forcément suivre derrière, et, tu vois, il se fera diluer, il t'apportera plus d'argent, et que très souvent, en fait, c'est les premiers mois que tu vas pouvoir, entre guillemets, utiliser son réseau. Donc, te trompe pas, parce que s'il a une durée de vie périssable de quelques mois, vaut mieux prendre les bons. Donc voilà, ce serait le petit conseil que je donnerais, en toute humilité. Olivier, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, quand on organise des challenges ou autres avec le groupe, la dotation financière n'est pas ce que viennent chercher les startups, mais viennent chercher le portefeuille de contact du groupe pour faire exploser leur technologie, d'abord au sein du groupe, avec les bons contacts, avec les bons conseils, avec les bonnes ouvertures. Beaucoup plus, on l'a vu au dernier Tech Sprint là, qu'on a organisé, l'argent arrive en dernière position dans les motivations à déposer un dossier. C'est avant tout le conseil, le capital humain qui viennent chercher. Important à avoir en tête. Je voulais juste rebondir par rapport à tout ce que tu disais, Marine, tout à l'heure. Les efforts internes, ils sont importants pour la décarbonation, mais ils ne vont pas suffire à eux seuls. Non. Après, voilà, c'est... comment dire ? Je pense que de toute façon, c'est un sujet qui est tellement complexe et il y a tellement d'angles d'attaque que voilà, il faut de toute façon se lancer sur ce sujet. Et voilà, on le disait, ne pas avoir peur de se faire, accompagner. Et je pense que c'est là que toutes les stratégies de compensation carbone vont faire la différence. Là où au sein de l'entreprise, et je dirais d'autant plus que voilà, quand on est une entreprise qui a un certain nombre d'années et dont l'objet social n'était pas à la base, contrairement à une climate tech, de résoudre un problème environnemental ou d'avoir un impact positif, je pense qu'effectivement les stratégies de compensation carbone sont inévitables et donc vont permettre de pouvoir notamment atténuer les émissions liées à la chaîne de valeur, par exemple. Alors, au niveau ressources, vous avez parlé de la newsletter Le Plongeoir. Moi, j'ai un excellent podcast qui s'appelle Tech 45. C'est gentil, Marie. Hein, t'as vu ça? Est-ce que vous en avez d'autres à partager? Ouais, moi, il y a la newsletter. Alors, je suis désolée, ce sera en anglais beaucoup. La newsletter, et puis de toute façon, je te partagerai les éléments, Marine, je suis sûre que tu pourras les partager. Du fondateur de Climate Insight.
qui s'appelle Johan, je ne sais plus comment, et qui partage justement toutes les semaines une newsletter qui est super sur les sujets climate tech, mais aussi beaucoup d'un point de vue investisseur, en fait, justement. Des conseils si vous êtes investisseur dans la climate tech ou alors si vous recherchez des fonds dans ce secteur. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Keep Cool de Nick Van Olsen, qui est new-yorkais, je crois. Voilà, donc ça, ce sont mes petites pépites. Moi, j'ai un petit podcast, j'en écoute beaucoup. J'aime bien notamment Cash Out de Thomas Benzazon, où les entrepreneurs viennent raconter leur exit. Et en fait, très souvent, d'ailleurs, on est en France, donc on n'est pas très à l'aise avec l'argent. On raconte assez peu, tu vois, les détails, et tu as au mieux des fourchettes, on te dit X chiffres, 7, 8, 10 chiffres. Mais c'est pas tant ça qui est important. C'est effectivement comment ils l'ont vécu, l'amont, le fait que parfois c'est passé à un cheveu parce qu'ils ont vendu, j'en sais rien, avant le Covid et qu'après peut-être leur boîte ne valait plus rien. Mais que voilà, ça reste des histoires humaines. Et mine de rien, l'après est intéressant aussi parce que moi j'ai une passion aussi pour les repeat founders, tu vois, ceux qui remontent en selle, hommes ou femmes, et qui derrière retrouvent la motivation. Et quand tu as gagné parfois 1, 2, 3, 4, 5, 40 millions d'euros qui se retrouvent du jour au lendemain sur ton compte en banque, de repartir, pas forcément le lendemain, mais tu vois, 6 mois, 1 an après, un tour du monde ou une pause fertile, pas évident. Et certains n'arrivent pas d'ailleurs, certains n'arrivent pas à se remotiver, ils cherchent le projet, etc., des associés, et puis deviennent au mieux des super BA, très sollicités, tu t'en doutes, parce qu'on sait qu'ils ont de l'argent, donc on vient. Mais voilà, ça c'est un truc que j'écoute avec passion, et encore une fois, pas tant pour l'argent que voilà, la façon dont ils ont vécu ça, et comment tu gardes aussi les pieds sur terre. Moi, je vais rester en France parce que toi. tout ça est très international, mais en France, il y a une plateforme, alors faut être entreprise, mais qui est la plateforme, le hub de la BPI, qui est un excellent site de sourcing dans lequel il y a tous les types de startups, mais on trouve des green tech, des climate tech, etc. Et c'est un vrai bon site de sourcing pour aussi avoir un avantage d'avoir eu un screening préalable de la BPI pour les intégrer dans le hub. Donc, on a déjà fait un premier filtre sur des entreprises. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de ces entreprises, à aller voir ce qu'elles font, à aller les questionner. Ils sont souvent très ouverts si vous voulez monter quelque chose dans cet environnement-là. Alors, je vous propose maintenant, ça va te parler, Marine, d'ouvrir les chakras de la réflexion avec l'excellente vision prospective d'Olivier. C'est à toi, Olivier. Un petit peu la pression, là, du coup. Excellent, je dis. Eh bien, Marine, merci. Nous voilà plus éclairés sur les green tech, clean tech, climate tech, leurs intérêts et leurs objectifs. Merci pour nous et pour nos cobayes du micro-trottoir. On a appris beaucoup de choses. Cette nouvelle économie qui émerge du chaos climatique actuel répond parfaitement aussi aux attentes croissantes de la nouvelle génération de donner du sens. Cette expression aux multiples facettes motive et oriente les générations X, Y, Z et suivantes dans l'organisation de leur vie professionnelle. Les climate tech sont des leviers importants à plusieurs titres. De par leur raison d'être, elles contribuent à redonner à l'humanité un socle technologique plus durable et épousent les aspirations des futurs réfugiés ou acteurs climatiques. Un double levier technique et sociétal bienvenu dans ce monde légèrement perturbé. Construire un avenir bas carbone, plus durable et source de lien social, sans oublier l'inclusion, comporte aussi un revers moins connu. Elle soulève notamment des questions éthiques, sociales, économiques et politiques, parmi les plus importantes. Le climat, quel que soit l'angle d'approche, doit se penser dans une perspective holistique à une échelle planétaire, posant ainsi des questions pratiques de la concordance des intérêts, par exemple entre les pays qui tirent 80% de leurs revenus du pétrole et leurs clients des pays dépendants au pétrole. Je sais, l'exemple est simpliste, je l'admets, mais permet de mettre un point de départ pour la suite. L'innovation s'accélère, les cycles innovation, industrialisation, obsolescence se raccourcissent à une échelle incompatible avec l'évolution de la société. En 2040, lorsque le pétrole sera un souvenir, souhaitons-le, comment les centaines de millions de travailleurs du pétrole auront eux-mêmes évolué? Vers quels nouveaux métiers ou activités ils pourront se tourner? En combien de temps? Avec quels moyens? Quelles politiques locales, régionales, mondiales peuvent accompagner ce changement rapide à l'échelle de populations fragmentées, au niveau d'éducation variée, aux intérêts divergents, au sein d'un monde globalisé? Comment éviter les effets négatifs, les abus, les conflits, les inégalités
Comment associer les acteurs et les citoyens en amont de ces changements? Il pourrait être urgent pour répondre à ces questions d'adopter une approche qui ne se borne pas à anticiper ou à subir le futur, mais qui le crée collectivement en tenant compte des incertitudes, des divergences, des opportunités et des valeurs. Les Climate Tech sont dans cette équation à une multitude d'inconnus, des moyens au service d'une vision, d'un projet, d'une stratégie. Elles ne sont pas un objectif en soi, mais un moyen de construire le futur que nous souhaitons. Alors maintenant que la problématique est posée, quelle gouvernance pourrait-on poser comme question pour porter ces changements à l'échelle mondiale? Vous avez 4 heures. Pendant la super conclusion d'Olivier, j'ai trouvé la fameuse newsletter de Johan, qui en fait ici Johan, mais c'est Johan Berno, B-E-R-N-O, et ça s'appelle Climate Insiders. Voilà. Eh ben, merci Sébastien. On va le mettre, justement, on va mettre toutes les références en commentaire. Merci à tous les deux, à tous les trois même, d'avoir été avec nous pour nous partager votre vision sur ce sujet très fort de la Climate Tech, qui est aussi un sujet sociétal qui nous concerne tous. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci Marine. Ciao, ciao. Merci Marine. Salut. Ciao. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Inno. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver Tendance Inno sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WAGMI Trends. À bientôt pour un nouvel épisode, placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover et à créer.